Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'œil d'Abras. Vous êtes à votre émission de santé sur cette chaîne. Il s'agit bien de Dites-nous Docteur. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Gounangbe Anselme. Il faut savoir qu'il est gynécologue, accoucheur à la formation sanitaire d'Atekoubé. Et nous allons nous entretenir avec lui une trentaine de minutes durant pour parler de cette maladie qui fait ravage dans le silence, il faut le dire. Il s'agit bien du cancer du col de l'utérus. Alors, nous allons nous entretenir avec lui pour permettre à tout un chacun de savoir ce que c'est que le cancer du col de l'utérus et comment est-ce qu'on doit venir à bout de cette maladie. Docteur, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Koné. Alors, nous parlons aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de cette émission, du cancer du col de l'utérus. Alors, c'est quoi ce cancer du col de l'utérus? Merci, M. Koné. D'abord, la définition. Dans notre jargon médical, il y a ce qu'on appelle, il y a deux groupes. On appelle les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, c'est des tumeurs qui peuvent être traitées avec une guérison complète. Les tumeurs malignes, c'est des tumeurs qui, en général, on n'aboutit pas à une guérison complète. Et donc, c'est dans ce deuxième groupe qu'on on classe le cancer du col. Le cancer du col, c'est une tumeur maligne, comme la définition l'indique, qui est située à la partie inférieure de l'utérus. Voilà, il y a une partie supérieure et la partie inférieure de l'utérus qui est concernée, qu'on appelle le col. Voilà, cette partie concernée présente ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Alors, comment est-ce qu'on contracte cette maladie-là? La maladie se contracte principalement les causes du cancer de l'utérus sont des causes infectieuses. Dans plus de 60% des cas, voire 80%, c'est une infection qui est appelée le papillomavirus. Voilà, le papillomavirus, c'est une infection qui se contracte au cours des rapports sexuels. En d'autres termes, c'est une infection sexuellement transmissible. Et donc, quand on est soumis à cette infection, on peut développer la maladie une dizaine d'années plus tard. Ce n'est pas dans l'immédiat. Une dizaine d'années plus tard, la personne peut commencer à développer la maladie. Bien sûr, on peut aller moins de 10 ans s'il y a d'autres facteurs associés. Quand il y a d'autres infections sexuellement transmissibles qui viennent s'ajouter, comme l'infection à herpès virus, l'infection à VIH, donc il y a souvent ces associations-là. On peut présenter précocement le cancer du col de l'utérus. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître, les symptômes de ce cancer-là? Oui, il y a des signes qui nous amènent à orienter vers le cancer du col. Le premier signe qu'on retrouve souvent, c'est ce qu'on appelle les saignements de contact. Saignements de contact au cours de la toilette intime. La femme constate que quand elle touche le col, elle se met à saigner. Au cours du coït aussi, avec le conjoint, la femme constate qu'elle se met à saigner. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les saignements de contact. Indépendamment du saignement de contact, il y a des saignements inopinés qui surviennent en dehors des règles. Voilà. Donc, ça, c'est le signe majeur. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les écoulements anormaux génitaux. C'est un peu comme un liquide malodorant, purulent, qui s'écoule vraiment en dehors de toute situation particulière. Donc, il y a ça, il y a la perte de poids. On peut associer évidemment la perte de poids, les nausées, parfois des douleurs. Donc, voici un peu les signes qu'on retrouve en général qui nous orientent vers le cancer du col. D'accord. Alors, je rappelle aux internautes que vous avez la possibilité de nous appeler et poser vos préoccupations au docteur au 57 34 99 86 52 0004 ou le 02 2 fois 79 70. Alors, je reprends les contacts 2 fois 57 34 99
le 86 52 00 04 ou le 02 2 fois 79 70. Alors, docteur, parlons de ce cancer-là. Généralement, c'est à quel âge une femme peut le contracter? Bon, en fait, il n'y a pas d'âge spécifique. Il n'y a pas d'âge spécifique. Généralement, c'est autour, selon la fréquence au plan épidémiologique, c'est autour de la trentaine qu'on constate le découverte des cancers, parfois à 25 ans. Et en dehors de ça, en fait, il faut signaler qu'il y a des facteurs de risque, en dehors des signes. Les facteurs de risque, là, c'est la précocité, un facteur de risque, la précocité des rapports sexuels. En d'autres termes, les mariages précoces. Une fille qui a 15 ans, 14 ans, qui contracte un mariage, le col est suffisamment perturbé, n'est pas encore mature, et donc quand ce col est soumis à ces infections-là, donc ça peut précipiter. Donc ça peut précipiter au cancer du col. Il y a aussi les multipartenaires sexuels. C'est cela. Les multipartenaires sexuels, tout ça s'observe quand le mari a plusieurs épouses, quand il a une infection. Il peut transmettre cette infection à l'une de ses épouses qui peut développer le cancer du col. Principalement, l'infection que j'ai définie un peu plus haut. Donc, grossesse précoce aussi. Donc, il y a certains facteurs qui s'observent déjà à l'adolescence, parfois à l'âge de l'adulte jeune, et qui font que déjà, à partir de 25 ans, 30 ans, on voit déjà ces signes apparaître. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de quoi aujourd'hui à s'alarmer face à cette maladie-là? Bon, en fait, c'est un fléau. Alarme, je dirais non, mais à être beaucoup plus attentif au comportement devant les signes qu'on présente, que la femme présente en général. Et donc, si elle constate, comme je l'ai dit tantôt, des saignements anormaux, il ne faudrait pas qu'elle traîne un peu les pas. Il faut qu'elle se rende dans la structure sanitaire la plus proche pour que la sage-femme ou le médecin, particulièrement le médecin gynécologue, arrive à comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Mais quand ça arrive à des stades tardifs, souvent nos mamans, nos sœurs et nos filles traînent un peu les pas. Et quand elles arrivent à un stade tardif, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais généralement, docteur, est-ce qu'on peut guérir de ce cancer? Bon, comme la définition le dit, c'est une maladie qui en général, qui a la guérison n'est pas complète. Maintenant, dans le cas du cancer, il y a des stades. Il y a le stade 1 jusqu'au stade 4. Si la concernée, la patiente arrive au stade 1, si la patiente arrive au stade 1 du cancer, on est dans notre classification, au stade 1, dans plus de 90% des cas, on peut guérir la maladie. Par contre, si elle arrive au stade 2 ou 3, où en dehors du col, le cancer a diffusé, s'est étendu dans le voisinage, c'est un peu difficile. C'est vraiment difficile. Donc, c'est les traitements, ce qu'on appelle palliatifs, des traitements pour apaiser, pour soulager la personne qu'on... D'accord, docteur, vous parlez de stade 1, stade 2. Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques notions le stade 1, c'est à partir de quel niveau, quel degré de la maladie? Bon, en fait, le stade, c'est un peu trop technique. Bon, en fait, les premiers signes, j'ai indiqué tantôt, une femme qui constate un saignement anormal, un saignement anormal doit rapidement venir voir un spécialiste. Une femme qui est ménopausée, par exemple, qui a ses menstrues qui sont interrompues. Quand on dit ménopause, ça veut dire interruption des règles. Et donc, si elle se met à saigner après la ménopause, elle doit rapidement venir voir le spécialiste pour savoir. En général, c'est comme ça commence. Les premiers signes, au stade 1, là, c'est les premiers signes. Parfois aussi, il y a des situations pour déficer le stade 1. Le signe n'est pas encore apparu, mais on peut sentir les prémices. Ça, on parle de dépistage. Bon, ça, c'est le dernier volet. Mais déjà, quand on sent que la maladie veut venir par le dépistage, on peut déceler que, bon, d'ici peu, ça peut se révéler. Donc, on a des critères
de cotation qui nous permet de définir. C'est un peu trop technique, comme vous l'avez dit. Voilà. Mais l'essentiel, c'est d'arriver précocement chez les spécialistes devant ces situations que j'ai énumérées tantôt. D'accord. 2 x 57 34 99 ou le 86 52 0004 ou encore le 02 2 x 79 70. Vous avez la possibilité de nous appeler directement et voilà, via ces 3 contacts ou nous envoyer vos questionnaires comme cet internaute qui dit ceci: docteur, vous dites que le mariage, voilà, les mariages précoces peuvent être des causes, encore des facteurs par rapport au cancer du col de l'utérus, alors qu'il y a longtemps que ces genres de mariage existent dans notre société. Alors, mais on n'a pas entendu parler de cancer du col de l'utérus dans le temps. Pourtant, ces pratiques-là étaient beaucoup plus récurrentes. Oui, merci à l'internaute qui a posé cette question. C'est une question pertinente. En fait, en dehors du mariage précoce, j'ai parlé de multipartenaires sexuels. J'ai indiqué que principalement, il s'agissait d'une infection. Il peut arriver que le sujet ait des partenaires ou bien soit dans une situation, dans un contexte où l'infection n'existe pas. C'est cela. Vous voyez. Donc, si c'est dans ce contexte-là, les choses peuvent se passer normalement. Par contre, si cette infection existe, le mari ou bien le conjoint peut infecter sa conjointe et plus tard, en fait, c'est nous qui avons les retours. Vous comprenez, c'est nous qui avons les retours. Et parfois, on ne leur balance pas au visage que vous avez un cancer du col. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup plus tard que les choses se précipitent. Les mariages précoces, le col est immature. Donc, le col est immature, le col n'a pas suffisamment d'éléments, d'arguments pour pouvoir se défendre. Donc, tout type d'infection peut vraiment précipiter, peut délabrer le col vers la maladie. D'accord. Alors, docteur, avec ce que vous venez de dire, vous avez parlé aussi, je veux dire, des toilettes intimes. Alors, est-ce que la femme peut utiliser toutes sortes de produits pour pouvoir faire ces toilettes intimes? Les toilettes intimes, je n'ai pas évoqué. Bon, ça fait partie des causes. J'ai dit les toilettes intimes, si vous posez la question, je peux... Est-ce que ça peut être aussi un facteur non. Dans les facteurs, il n'y a pas de toilettes intimes. En fait, les toilettes intimes peuvent précipiter aux infections génitales. En faisant régulièrement les toilettes intimes, on dénature la flore vaginale. Le milieu vaginal de la femme a une couche qu'on appelle flore, qui est un peu... cette couche est la première défense quand il y a des infections. Cette couche réagit d'abord face aux infections. Voilà, avant que la partie... C'est cela. Voilà. Donc, quand on fait les toilettes intimes, on dénature, on élimine cette couche-là. Et donc, la paroi vaginale de la femme devient sensible. Et donc, plus exposée aux infections. Et c'est pour cela on déconseille de faire les toilettes intimes, sauf sur prescription médicale. D'accord. Alors, c'est vrai par rapport à cette maladie, est-ce que cela peut être des facteurs de stérilité au niveau de la femme? Le cancer du col de l'utérus? Oui, bien entendu. Si le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué, c'est un facteur de stérilité. Déjà, la femme doit se préoccuper beaucoup plus pour sa survie que de la reproduction. Mais docteur, vous êtes d'accord avec moi qu'en Afrique, lorsqu'une femme se marie, on s'entend forcément à avoir des enfants. Et lorsqu'un enfant ne passe, c'est quand même quelque chose de compliqué et de difficile dans la société. Alors, vous imaginez une femme qui se marie, qui n'arrive pas à enfanter, c'est quand même difficile. Oui, c'est difficile. Et puis, malheureusement, on va dans une seule direction. Dans le couple, on va dans une seule direction, la direction de la femme. Alors que le problème peut survenir chez l'homme. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le cancer peut peut avoir une incidence vitale sur la santé de la mère. Donc, par rapport aux deux options, la vie et la reproduction, je pense que le choix est vite fait. Même si on est dans un foyer. D'accord. Cela aussi peut engendrer une seconde épouse, généralement. Bon, voilà.
D'accord. Alors, autre préoccupation de monsieur, d'un internaute, il s'agit bien de Badian Traoré, il nous dit ceci: en dehors des relations sexuelles, y a-t-il un phénomène lié à notre environnement qui peut constituer un risque du cancer? Ben, en fait, non, non. Dans l'environnement, il n'y a pas de phénomène. Voilà, pour être plus explicite, hein, c'est principalement ce que j'ai indiqué. L'infection vient vraiment, vraiment en premier plan. Hein, l'infection par le papillomavirus, HPV. On n'a pas les moyens usuels de les mettre en exergue. Voilà, les moyens laboratoires de mettre en exergue ce germe, malheureusement. Et c'est beaucoup plus tard qu'on peut constater. Dans l'environnement, non. Alors, docteur, une situation, est-ce qu'une femme qui vient d'accoucher et puis juste après l'accouchement, on constate, après examen, on constate qu'elle a contracté le cancer du col de l'utérus, est-ce qu'elle peut donner à téter à son bébé? Ben oui, si c'est un cancer diagnostiqué précocement, ça n'agit pas sur l'allaitement, il n'y a aucune incidence sur l'allaitement. Elle donne à téter au bébé. Et puis, nous avons les moyens pour pouvoir combattre ce cancer-là, si ça a été diagnostiqué précocement. Il y a des moyens qu'on appelle la congélation. Voilà, on congèle le col avec un dispositif qui est là. Et cette congélation-là retarde, détruit quelque peu les cellules cancéreuses. Voilà. En dehors de ce moyen que nous disposons, il y a les moyens chirurgicaux. La chirurgie. Là, j'allais poser la question. Voilà. Oui, allez-y. Il y a la chirurgie, oui. La partie concernée, c'est-à-dire quand les praticiens, les spécialistes font d'abord le bilan, il essaie de savoir, de constater si en dehors du col, il n'y a pas d'autres répercussions. S'il a cette conviction, cette certitude, ce moyen chirurgical va consister à enlever, à reséquer, à couper la partie concernée, et puis vraiment notre patient est tranquille. D'accord. Alors, docteur, parlant du cancer du col de l'utérus, est-ce qu'on peut connaître la manifestation de cette maladie-là? Comment est-ce qu'elle se manifeste dans l'organisme de la femme? Bon, en fait, la plupart du temps, la femme se plaint de douleur, mais comme je l'ai dit tantôt, la douleur n'est pas le premier signe. Saignement anormaux. Au cours du coït, elle saigne. Elle fait sa toilette intime, elle saigne, alors que ce n'est pas les circonstances de saignement. Souvent des odeurs particulières, abondantes, des sécrétions. Vraiment, voici les signes qui sont la plupart du temps décrits dans la littérature, qui sont observés. Voilà. Dans l'organisme, bon, la perte de poids, c'est un peu un signe aléatoire. On peut observer la perte de poids dans d'autres circonstances de santé. D'accord. Alors, toujours avec nos internautes, voilà, deux préoccupations. Un cancer dépisté chez une femme enceinte peut-il mettre fin à la grossesse ou même contaminer l'enfant si c'est une fille, par exemple? Et à partir de quel âge on peut attraper cette maladie? Bon, merci. En fait, d'abord pour la première question, un cancer dépisté au cours de la grossesse, tout dépend du stade de la grossesse et puis du niveau d'atteinte, voilà, du degré. Mais si c'est une grossesse qui est pratiquement à terme, le chirurgien, bien le gynécologue va précipiter l'accouchement. Voilà, va précipiter l'accouchement. En général, c'est par césarienne, bien entendu. On ne va pas permettre que l'enfant, la mère accouche par voie basse pour ce photo. Donc, c'est un accouchement par voie haute si la grossesse se trouve à terme. Maintenant, si la grossesse est intermédiaire, c'est-à-dire au premier trimestre ou au deuxième trimestre, le chirurgien va évaluer, comme je l'ai dit tantôt, le niveau, le stade. Si c'est un stade débutant, il appréciera. Tout est une question de conviction. Il appréciera et puis, de concert avec la concernée, il va informer la concernée sur les avantages, les inconvénients. S'il y a une décision à prendre, en fait, tout dépendra de la situation, du contexte. Il n'y a pas une règle absolue pour dire s'il y a cancer et puis grossesse, il faut rapidement procéder à cela. Donc ça s'apprécie selon la circonstance. D'accord. Alors docteur, est-ce que les avortements répétés peuvent être des causes du cancer du col de l'utérus? Non, ce n'est pas décrit dans les causes ou les facteurs de risque. Les avortements répétés, en général, c'est les infertilités
ça intervient beaucoup plus dans les infertilités, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir procréer. Voilà, c'est beaucoup plus dans ce contexte-là que cette cause-là, ce facteur est retrouvé. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour pouvoir éviter cette maladie-là? Dispositions, en fait, on parle plutôt de prévention. Voilà, de prévention. La prévention, c'est que on invite les femmes à partir de 25 ans d'âge à faire ce qu'on appelle le dépistage. Le dépistage. Qu'elles saignent ou pas, elles viennent faire le dépistage. Il y a des sages-femmes qui font le dépistage par des moyens pratiques à l'acide acétique. Et donc, il y a le dépistage qu'on appelle IVA. Et il y a un autre dépistage parce qu'on appelle le frottis. Le frottis, voilà. Donc, pour celles qui ne présentent pas des signes, s'il y a un cancer latent, c'est-à-dire un cancer qui va s'apparaître, qui va s'observer dans les mois à venir, ce dépistage-là permettra de situer la personne. S'il n'y a rien, on lui donne un rendez-vous 6 mois après pour un deuxième dépistage et puis bon, on la rassure pour lui dire bon, madame, il n'y a pas de problème, ou au thème des examens qu'on vient de faire, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un signe, on peut dire ah madame, il y a un cancer qui risque de se développer, prenons ces mesures, ces dispositions pour ne pas que ça s'apparaisse. Donc c'est le dépistage qui est le moyen le plus recommandé à partir de 25 ans, les femmes en activité génitale, jusqu'à 45 ans. Voilà, c'est ça. Alors, en parlant du dépistage, comme vous l'avez dit, quelle doit être la fréquence des visites dans les hôpitaux par rapport au dépistage? Bon, le dépistage, en fait, ça peut se faire la première année. On fait deux examens de dépistage, 2 examens à 6 mois d'intervalle. Voilà. Si le résultat est négatif, on peut espacer. On peut donner rendez-vous 2 ans ou 3 ans plus tard. Voilà. Mais la première année, c'est 2 dépistages à l'espace de 6 mois d'intervalle. D'accord. Alors, nous avons encore d'autres réactions venant du quartier Alem. Alors, cet internaute nous dit ceci: docteur, mon ex m'a annoncé qu'on lui a détecté le cancer du col de l'utérus. Est-ce que je dois avoir peur pour ma santé? Merci. En fait, c'est pas. C'est l'infection. Est-ce que c'est contagieux? C'est l'infection qui est contagieuse. Sinon, le cancer n'est pas contagieux. Le cancer n'est pas contagieux. Donc, il n'a rien à craindre. Il ne va pas développer un cancer. Voilà. Et donc, probablement, il doit avoir l'infection qui a suscité cela. C'est son ex, je ne sais pas bien, c'est son ex. Ils sont plus ensemble. Non, ce n'est pas évident. Donc, si c'est son ex, on ne peut pas en dire plus. Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, il ne va pas développer un cancer dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'un enfant, une jeune fille, une fillette, peut contracter le cancer du col de l'utérus? Non, une fillette, puisqu'on a parlé des rapports sexuels. Donc, les fillettes n'ont pas de rapports. Voilà, donc, en dehors de tout rapport, toutes celles qui sont vierges sont a priori exemptées d'un cancer du col. Voilà. Donc, on dit que c'est par rapport sexuel que la transmission se fait. Donc, à ce niveau, les filles vierges, non, on ne peut pas parler des cancers à leur niveau. Voilà. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission de ce jour. Dites-nous, docteur, il faut savoir que nous parlons aujourd'hui du cancer du col de l'utérus. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Gounangbe Anselme. Il est gynécologue, accoucheur à la formation sanitaire d'Atekoubé. Et puis, voilà, nous sommes presque au terme de cette émission. Dites-nous, docteur. Alors, docteur, quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes ces femmes-là qui ont contracté cette maladie? Pour celles qui ont contracté cette maladie, ça veut dire qu'elles ont été situées par un praticien. Et donc, tout dépend du niveau d'alerte. Et donc, le praticien va leur donner les conseils appropriés dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le praticien va suffisamment les éclairer. Mais pour celles qui ne sont pas situées
ou bien qui n'ont pas présenté la maladie. Je m'adresse particulièrement à cette cible de femmes auxquelles je recommande le dépistage. Le dépistage, même si elles n'ont aucun signe dans le sens de ma description, qu'elles fassent un dépistage, qu'elles arrivent dans la structure sanitaire la plus proche de leur résidence et indiquer qu'elle veut faire un dépistage pour le cancer du col. La sage-femme qui est là va les orienter. Si elle le fait, elle va le faire. Si elle n'est pas praticienne, elle va les orienter vers une autre collègue ou bien elle va les orienter vers un gynécologue qui va faire le dépistage. Donc, c'est le moyen actuel le plus commode, le plus pratique, vraiment pour freiner un peu cette maladie qui malheureusement entraîne beaucoup de décès chez nos femmes. Parce que cette maladie tue. Oui, tout à fait. Elle tue malheureusement. Malheureusement. Alors, c'est vrai, vous avez lancé un message au niveau des femmes. Quel est le message aussi au niveau des hommes? Parce que les hommes, il faut le dire, hein, tout ce qui concerne la femme, généralement le mari ignore ces genres de maladies, voilà, notamment les kisses et autres. Alors, quel est le message que vous pouvez donner à l'endroit des hommes surtout? Est-ce qu'ils doivent suivre de près la santé de leur femme? Ou est-ce qu'ils doivent se taire et regarder? Bon, c'est pas. Oui. Est-ce que l'homme doit véritablement suivre la santé de sa femme? Oui, évidemment. Oui, je suis d'avis que l'homme soit un peu attentif à l'état de santé de sa femme. Parce qu'il y a l'analphabétisme aussi de certaines femmes. Oui, tout à fait. Donc, si sa femme présente un comportement inhabituel, elle présente des signes inhabituels, bon, la femme peut être repliée, peut être timorée, timide. Il faudrait que l'homme l'amène à aller vraiment voir un praticien pour chercher à savoir ce qui se passe. Et donc la participation de l'homme aussi est vraiment très attendue. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit la femme seule. Et c'est à ce niveau aussi qu'on attend l'implication de l'homme. C'est cela. Voilà. Et donc à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de dire l'infection est transmise, ceci, cela, mais le dépistage vraiment permet d'éviter l'apparition de cette maladie-là. Alors, beaucoup de femmes préfèrent aller se traiter à l'indigénat. Quel est le message que vous avez pour ces femmes qui ont opéré ce genre de choix-là, aller à l'indigénat se traiter au lieu d'aller faire un dépistage? Oui, malheureusement, ce n'est pas ignorance. Ce n'est pas ignorance qu'elles vont se faire traiter à l'indigénat. Et puis, en général, c'est malheureux également de les revoir. En général, quand elles nous reviennent, elles reviennent à un stade avancé où on ne peut plus faire grand-chose. Vous voyez, donc, c'est pas de leur faute. Les tradis praticiens font croire qu'ils ont les moyens, qu'ils ont la capacité, ils ont les remèdes pour traiter le cancer du col. Ce qui est inexact. Je pense que si elles ont commencé ces pratiques-là, il faut se détourner de ces personnes-là, venir dans les lieux appropriés où nous avons les moyens, comme je l'ai dit, dans 90, dans 95% d'éradiquer. Voilà, donc les moyens pratiques avec nos dispositions actuelles. Donc ça se détourner un peu de ce genre de pratiques traditionnelles. D'accord. Alors, deux autres préoccupations des internautes. Tout comme la Covid-19, docteur, certaines femmes disent que c'est lorsqu'on se rend à l'hôpital qu'on peut contracter cette maladie-là, le cancer du col de l'utérus. Est-ce que cela est vrai? Non, je m'inscris en faux. Surtout, l'internaute n'a pas bien observé. Principalement, je répète, c'est au cours du rapport sexuel. C'est une infection sexuellement transmissible, transmis par un virus qu'on retrouve dans plus de 70% des cas, voilà, qui est le papillomavirus. Voilà, donc c'est ce virus-là qui précipite à la maladie plusieurs années plus tard, au moins 10 ans. On peut contracter l'infection, être sain 10 ans, 15 ans, après vous commencez à présenter ces perturbations que j'ai indiquées. Donc c'est une affection qui évolue à bas bruit, qui ne se présente pas une semaine après. Donc, voilà, je m'inscris en faux. À l'hôpital, on n'a pas ce virus-là pour inoculer à ces femmes-là. Alors, autre préoccupation, cet internaute nous dit ceci, depuis toujours les relations entre hommes et femmes existent. Voilà. Pourquoi c'est maintenant que l'on parle du cancer du col de l'utérus? On parle beaucoup plus de ça puisque dans nos hôpitaux, on retrouve
on retrouve malheureusement le cancer, quand on fait le classement. Le cancer, occupe la troisième place parmi tous les cancers observés en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est dit que c'est une place prépondérante. Et donc quand on a un cancer, c'est ça, la fécondité est compromise, la mort, vraiment, il faut le dire, malheureusement, la mort n'est pas loin, surtout quand c'est un stade tardif. Donc c'est un signal d'alarme, surtout que par des moyens simples, on peut éviter. Donc on a de plus en plus ce genre de cas-là. Et donc vraiment il faut faire quelque chose, puisque nous qui sommes dans le domaine hospitalier, nous sommes confrontés à ce genre de situation-là. Et malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'on sait qu'on peut prévenir, mais ce stade peut faire grand-chose. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé de lorsque la femme qui a été dépistée positive par rapport à ce cancer, lorsqu'elle est enceinte, on doit pratiquer une césarienne. Est-ce que le fait qu'elle soit dépistée positive ne peut pas avoir de conséquences sur la santé de l'enfant après la césarienne? Bon, en fait, il y a des conditions même de dépistage également. En général, sur la femme enceinte, on ne fait pas de dépistage. Le frottis que j'ai dit tantôt, voilà, on ne fait pas de dépistage, sauf s'il y a des signes qui peuvent nous amener. Voilà. Sinon, une femme qui a un col qui ne saigne pas, on s'intéresse beaucoup plus à sa grossesse qu'un dépistage du cancer du col. Voilà, donc il y a des circonstances de dépistage également. Donc la grossesse n'est pas une circonstance de dépistage. À moins qu'elle soit dépistée antérieurement à la grossesse, et puis elle a contracté, malgré les recommandations du médecin, elle a contracté une grossesse, là ça devient une situation particulière qui se discute. Voilà. Donc c'est exceptionnel ce genre de situation-là. Cancer du col sur grossesse, exceptionnel. Alors, est-ce que certaines femmes ne seraient pas amenées à faire la confusion entre la venue des menstrues et ces saignements-là? La venue des menstrues et ces saignements, en fait, il y a d'autres circonstances de saignement. Donc bon, voilà, il y a d'autres circonstances. Les saignements spontanés nous amènent généralement à penser à autre chose, une autre maladie. Mais quand j'indique saignement de contact, c'est-à-dire quand on dit cancer du col, le col prend une certaine disposition. Le col change de coloration. Le col devient comme une plaie. Et donc, évidemment, quand on touche une plaie, elle se met à saigner, même si c'est une partie. Voilà, c'est comme ça le col se présente. Donc, tout contact, contact manuel au cours de la toilette intime avec le col, ça se met à saigner. Contact autour du coït, ça va se mettre à saigner. Donc, c'est ce genre de situation vraiment qui est préoccupant. Voilà, et beaucoup de femmes, heureusement, s'en préoccupent quand elles... Docteur, je viens en consultation parce que quand je vais à mon mari, je saigne après, je constate des traces de sang. Ou bien quand je fais la toilette, je vois qu'il y a des traces de sang alors que mes règles sont passées. Donc, c'est souvent des circonstances particulières. Donc, dans tous les cas, tout type de saignement, c'est mieux de venir à l'hôpital pour faire la part des choses. Je ne dis pas que tout type de saignement égale à cancer du col. Voilà, peu orienté. Justement, voilà. J'allais vous poser la question. Peu orienté, oui. Mais c'est mieux de venir chez les spécialistes pour qu'on fasse le distinguo. On arrive à vraiment faire la part des choses, à préciser ou non s'il faut penser à cela ou bien s'il faut penser à autre chose. Est-ce qu'en dehors du saignement, parlant du cancer du col de l'utérus, la femme peut constater d'autres saignements? Oui, évidemment, elle peut constater d'autres saignements. Et par ailleurs, dans les circonstances de fibromes, quand elle présente des fibromes de l'utérus, principalement si le fibrome déborde, se localise en partie dans la zone, dans la cavité, comme on le dit, dans le creux de l'utérus, ça suscite des saignements importants, des saignements inattendus, inappropriés. D'accord. Alors, vous êtes au niveau de la formation sanitaire d'Antécoubert. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes viennent régulièrement à ces visites-là de dépistage du cancer du col de l'utérus? Non, principalement, non. Elles ne sont pas inquiétées en général. En fait, ce n'est pas leur préoccupation première. Leur première préoccupation dans les statistiques, c'est le désir de conception. Voilà, le désir de conception qui constitue la principale motivation des femmes en consultation gynécologique. Et donc, nous rêvions aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas, et nous rêvions aussi, au cours de ces consultations-là, de les orienter aussi sur un dépistage, en appréciant bien sûr le contexte familial. Voilà, le contexte familial,
principalement s'il y a la polygamie, d'apprécier, de les orienter vers un dépistage. Voilà. Donc il est aux spécialistes de faire ce travail-là. D'accord. Docteur, nous avons terminé cette émission. Quel est le dernier mot? C'est un mot de satisfaction et puis vraiment insister sur ce fléau. C'est un fléau qui n'est pas perçu par la majeure partie de la population, mais pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, nous constatons que ça prend de l'ampleur. La présence des cancers du col généralement aboutit à des résultats catastrophiques. Et donc, catastrophiques, malheureusement, nous n'avons pas les outils pour pouvoir remédier à une guérison, pallier à une guérison complète. Voilà. Donc, on n'a que des moyens pour pouvoir pour apaiser la souffrance. Mais on a les moyens pour prévenir, pour dépister. Et je pense que c'est sur cet aspect-là que je souhaite que nos concitoyennes, nos femmes, nos sœurs, nos filles se penchent un peu. Et puis au moins un signal d'alarme sur leur attitude gynécologique. Le moins signal doit susciter une venue en consultation. Elle peut être accompagnée de leur mari. Ce serait vraiment intéressant. D'accord. Alors, deux dernières préoccupations, docteur. Le sujet semble intéresser les internautes. Il s'agit bien de Riams Dia, qui nous dit ceci. Docteur, une amie m'a dit que ce sont les hommes qui donnent le cancer aux femmes. Est-ce vrai? Et la seconde préoccupation, est-ce que ce virus a un impact sur l'homme? Bon, en fait, merci à cet internaute qui pose vraiment une question pertinente. En général, on n'a pas de manifestation chez l'homme. Voilà, on n'a pas de manifestation chez l'homme. Et quand on parle de notion de multipartenaire sexuel, en général, c'est les hommes qui ont plusieurs partenaires. Voilà, donc c'est les hommes qui transposent en fait, qui transportent l'infection d'une partenaire à une autre. Ouais, en général, nos femmes sont réservées, sont vraiment fidèles. Et donc, c'est les hommes qui véhiculent cette infection en général là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas de moyens usuels. C'est un pouvoir de transmission. Voilà. Donc, c'est dans ce cas de multipartenaire sexuel. Et donc, c'est un peu ça. L'homme ne développe pas la maladie, voilà. Mais l'organe génital de la femme, c'est-à-dire le col, est beaucoup plus sensible à cette situation-là qui fait que on découvre la maladie. La deuxième préoccupation. La deuxième préoccupation, est-ce que ce virus a un impact sur les hommes? Non. En général, l'homme est bien portant. Voilà. L'homme est bien portant avec ce virus. D'accord. Alors, nous avons fini cette émission de ce jour. Dites-nous, docteur. Nous étions avec le docteur Gounangbe Anselme. Il est gynécologue accoucheur à la formation sanitaire d'Actecoupé. Nous parlions aujourd'hui du cancer du col de l'utérus. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et surtout vous avez eu de bonnes informations qui vous permettront à coup sûr de pouvoir vous traiter et surtout sensibiliser les femmes à aller se faire dépister par rapport à cette maladie qui tue en silence. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Dites-nous Docteur. D'ici là, portez-vous bien et surtout respectez les mesures barrières.